Il veut devenir aussi riche, grande déesse. Il a dit qu'il est prêt à tout pour devenir comme moi. Oui, grande déesse, je suis prêt à tout. Aidez-moi, je suis fatigué de pauvreté dans laquelle je me trouve. Approche-toi de moi et viens téter mes seins. Cédric était assis sur son lit défoncé, la tête entre les mains. 35 ans, et sa vie n'était qu'une succession d'échecs. Son téléphone vibra pour la énième fois, des messages de créanciers qui réclamèrent leur argent. Il n'avait même plus de quoi acheter du pain pour la journée. « Cédric, tu vas payer le loyer ou quoi ?» hurla Maman Ngozi depuis le couloir. « Ça fait 3 mois, mon fils. 3 mois que tu me promets. J'ai une famille à nourrir, moi aussi. » Il ne répondit pas. Que pouvait-il dire? La honte lui brûlait la gorge. Autrefois, il avait eu des rêves, des ambitions. Il avait étudié l'économie à l'université de Lagos, obtenu son diplôme avec mention. Mais les années avaient passé et aucune porte ne s'était ouverte. Les entretiens se terminaient toujours par des promesses creuses. Nous vous rappellerons. Ils ne rappelèrent jamais. Cédric attrapa sa vieille chemise froissée et sortit de sa chambre. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi. Dans la rue, la vie grouillait. Les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, les okadas zigzaguaient dangereusement entre les voitures et l'odeur des akaras fraîchement frites se mêlait à celle des égouts à ciel ouvert. Il marchait sans but précis quand son regard fut attiré par un convoi de voitures luxueuses qui remontait lentement la rue principale. 3 Mercedes noires aux vitres teintées, suivies d'un Range Rover blanc étincelant. Les gens s'écartaient avec un mélange de respect et d'envie. Cédric s'arrêta net. Lorsque la portière du Range Rover s'ouvrit, un homme en descendit. Grand, la peau sombre et luisante, vêtu d'un costume 3 pièces blanc immaculé qui devait coûter plus cher que tout ce que Cédric possédait. Des lunettes de soleil Cartier masquaient ses yeux. À son poignet brillait une Rolex en or qui captait la lumière du soleil comme un phare. Le cœur de Cédric manqua un battement. Ce visage, il le connaissait. « Pablo ?» murmura-t-il d'abord, incrédule, puis plus fort. « Pablo !» L'homme en costume blanc se figea. Il tourna lentement la tête vers Cédric, retira ses lunettes de soleil. Pendant un long moment, ils se dévisagèrent. Puis un sourire étira les lèvres de Pablo, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Cédric? Cédric Okonkwo? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Ils avaient été inséparables à l'université. Pablo et Cédric, les 2 mousquetaires, comme on les appelait. Ils avaient partagé leurs rêves, leurs ambitions, leur dernier billet de banque pour acheter du riz et des haricots. Puis, après l'obtention de leur diplôme, ils s'étaient perdus de vue. Cédric était resté à Lagos, Pablo était parti vers l'est, vers Port Harcourt, à la recherche d'opportunités. « Pablo, mon frère. » Cédric s'avança, mais il était douloureusement conscient de son vêtement misérable et de ses chaussures trouées, de l'odeur de pauvreté qui devait émaner de lui. « Ça fait combien de temps? 10 ans? » 12 ans, répondit Pablo. Son regard balaya Cédric de la tête aux pieds, une analyse rapide mais complète. « Tu as l'air... Comment vas-tu, mon ami ?» L'hésitation dans sa voix disait tout. Cédric sentit la honte l'envahir comme une marée noire. « Je me débrouille, mentit-il, mais sa voix se brisa sur le dernier mot. Pablo resta silencieux un moment, puis claqua des doigts. Immédiatement, un homme trapu en costume noir s'approcha. « Éric, donne-moi un peu d'espace », ordonna Pablo. Puis, se tournant vers Cédric, « Viens, mon frère, marchons un peu. » Ils s'éloignèrent du convoi, Pablo faisant signe à ses gardes du corps de rester en arrière. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, Pablo ajustant son pas au rythme hésitant de Cédric. « Tu n'as pas besoin de mentir, Cédric, » dit finalement Pablo, sa voix basse et douce. « Je vois comment tu vis. Je vois ce que la vie t'a fait. » Cédric sentit les larmes lui monter aux yeux. La gentillesse était parfois plus cruelle que la moquerie. « Et toi ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Regarde-toi. Les voitures, les gardes du corps, les vêtements. Pablo, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu fait ?» Pablo s'arrêta près d'un vendeur de suya et acheta 2 brochettes pour eux 2. Il en tendit une à Cédric, qui la prit avec des mains tremblantes de faim. « La vie a été bonne pour moi, » dit Pablo simplement, mordant dans sa viande grillée. « Bonne ?» Cédric laissa échapper un rire amer. « Pablo, nous avons tous les 2 commencé au même endroit, même université,
Même note, même pauvreté. Et regarde-nous maintenant. Toi, tu roules en Range Rover avec des gardes du corps. Moi, je ne peux même pas payer mon loyer. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Quel business as-tu trouvé? Pablo mâcha lentement, son regard fixé sur l'horizon où le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances orange et pourpre. Ce n'est pas un business ordinaire, Cédric. Alors quoi? Drogue? Politique? Cédric se rapprocha, baissant la voix. Je m'en fiche, Pablo. Je suis prêt à tout. Tu me connais. J'ai toujours été travailleur, honnête. Et où cela m'a-t-il mené? Dans la crasse et la misère. Alors maintenant, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Pablo se tourna vers lui, et pour la première fois, Cédric vit quelque chose d'étrange dans ses yeux. Quelque chose de sombre, d'ancien, qui n'aurait pas dû être là. Tu dis que tu es prêt à tout, mais sais-tu vraiment ce que cela signifie? Demanda Pablo doucement. Oui, répondit Cédric sans hésitation. J'en ai assez d'être pauvre. J'en ai assez de voir les gens me mépriser, de ne pas pouvoir m'offrir un repas décent, de vivre dans la peur constante. Si tu as trouvé un moyen de changer ta vie, alors je veux le connaître. Pablo resta silencieux pendant un long moment, comme s'il pesait une décision importante. Finalement, il sortit son téléphone, un iPhone dernier modèle, et composa un numéro. « Oui, c'est moi, » dit-il en yoruba. « J'ai besoin de voir quelqu'un ce soir. Prépare tout. » Il raccrocha et se tourna vers Cédric. « Donne-moi ton numéro. » Cédric le lui donna, et Pablo l'enregistra dans son téléphone. « Écoute-moi bien, » dit Pablo, sa voix prenant un ton grave que Cédric ne lui connaissait pas. « Ce que je vais te proposer va changer ta vie pour toujours. Mais il y a un prix. Il y a toujours un prix. »« Je paierai, » dit Cédric fermement, « quel qu'il soit. »« Ne sois pas si prompt à promettre ce que tu ne comprends pas encore, » l'avertit Pablo. « Rentre chez toi. Ce soir, à 22 heures précises, un de mes hommes viendra te chercher. Sois prêt. Habille-toi normalement. Ne dis rien à personne de notre rencontre. Personne. C'est compris? Compris. Bien. » Pablo remit ses lunettes de soleil. « Une dernière chose, Cédric. À partir du moment où tu monteras dans cette voiture ce soir, il n'y aura plus de retour en arrière. Réfléchis bien. » Sur ces mots, Pablo fit demi-tour et retourna vers son convoi, laissant Cédric seul au milieu de la rue, la brochette de suya à moitié mangée dans la main, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Cédric. De retour dans sa chambre misérable, il fit les 100 pas, son esprit tourbillonnant de questions. Qu'est-ce que Pablo avait voulu dire? Quel genre de prix? Mais à chaque fois que le doute l'envahissait, il regardait autour de lui, les murs moisis, le lit cassé, les cafards qui couraient librement, et sa résolution se raffermissait. « Plus jamais, » se dit-il à voix haute, « plus jamais je ne vivrai comme ça. » À 21h30, il prit une douche dans la salle de bain commune, se rasa du mieux qu'il put avec son vieux rasoir émoussé, et enfila sa seule chemise présentable, celle qu'il réservait pour les entretiens d'embauche qui ne menaient jamais nulle part. À 22 heures pile, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je suis en bas. » Cédric descendit les escaliers 4 à 4, le cœur battant. Devant l'immeuble, une Mercedes noire aux vitres teintées ronronnait doucement. La portière arrière s'ouvrit. « Monte !» dit une voix grave depuis l'intérieur. Cédric obéit. À l'intérieur, Éric, l'homme qu'il avait vu plus tôt avec Pablo, était assis, impassible. Il ne dit pas un mot, se contentant de faire signe au chauffeur de démarrer. Ils traversèrent Lagos dans un silence pesant. Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre. Ils quittèrent les quartiers pauvres pour entrer dans des zones que Cédric ne connaissait que de nom. Victoria Island, puis Ikoyi, où les maisons ressemblaient à des palaces et où chaque rue était bordée d'arbres soigneusement entretenus. Finalement, la voiture s'arrêta devant un immense portail en fer forgé. Un garde en uniforme s'approcha, reconnut la voiture et ouvrit immédiatement. Ils pénétrèrent dans une propriété qui ressemblait à un rêve. Une allée pavée serpentait à travers un jardin luxuriant, éclairé par des lampes discrètes. Au bout, une villa à 3 étages, tout en verre et en marbre blanc, brillait comme un joyau dans la nuit. « Monsieur Pablo t'attend », dit Éric en descendant de voiture. Cédric le suivit, ses jambes tremblantes.
Ils entrèrent dans la maison, et Cédric eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le hall d'entrée était plus grand que son appartement entier. Un lustre massif en cristal pendait du plafond, projetant des arcs-en-ciel sur les murs de marbre. Des tableaux qui devaient valoir une fortune ornaient les murs. Pablo apparut en haut du grand escalier, ayant troqué son costume blanc contre un ensemble traditionnel en tissu Ankara richement brodé. Il descendit lentement, un verre de cognac à la main. « Cédric, mon frère, bienvenue chez moi. » Cédric ne put que hocher la tête, bouche bée. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» sourit Pablo. « Il y a 3 ans, je vivais dans un trou pire que le tien. Regarde-moi maintenant, et tout cela pourrait être à toi aussi. »« Comment ?» demanda Cédric, sa voix à peine un murmure. « S'il te plaît, Pablo, dis-moi comment. » Pablo posa son verre sur une table d'appoint et s'approcha de Cédric. Il posa ses mains sur les épaules de son ami et le regarda droit dans les yeux. « Es-tu vraiment prêt à tout sacrifier? Vraiment? Parce que ce n'est pas une question rhétorique, Cédric. Ce que je vais te montrer exige un sacrifice que la plupart des hommes ne sont pas prêts à faire. »« Je suis prêt, » affirma Cédric, même si une petite voix dans sa tête lui criait de fuir. Pablo étudia son visage pendant un long moment, cherchant le moindre signe d'hésitation. Apparemment satisfait, il hocha la tête. « Très bien, mais pas ce soir. »« Quoi ?» La déception submergea Cédric. « Mais je pensais... »« Ce soir, tu vas rester ici, » l'interrompit Pablo. « Eric va te montrer une des chambres d'amis. Tu vas te reposer, manger correctement, dormir dans un vrai lit. Demain matin, nous parlerons. Il y a des choses que tu dois comprendre d'abord, des règles que tu dois accepter. » Cédric voulut protester, mais Pablo leva la main. « Fais-moi confiance, mon frère. Une nuit de plus ne changera rien. Mais une décision prise dans le calme vaut mieux qu'une décision prise dans le désespoir. » Eric guida Cédric à l'étage, dans une chambre qui ressemblait à une suite d'hôtel de luxe. Un lit king size avec des draps de soie, une salle de bain privée avec une baignoire jacuzzi, un balcon donnant sur le jardin illuminé. Sur le lit, des vêtements neufs étaient soigneusement disposés. « Le dîner sera servi dans 30 minutes, » dit Eric. « Tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici. » Une fois seul, Cédric s'assit sur le lit, ses mains tremblant encore. Il ne pouvait pas croire que c'était réel. Cette maison, ces vêtements, la promesse de richesse. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Quel genre de sacrifice Pablo attendait-il de lui? Cédric s'éveilla au chant des oiseaux dans le jardin luxuriant de la villa de Pablo. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie, baignant la chambre d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi d'un sommeil profond, sans le tourment des dettes ou de la faim qui le rongeait habituellement. Il s'étira, sentant les draps doux contre sa peau, et pendant un instant, il oublia où il était. Puis la réalité le rattrapa. La promesse de Pablo, le sacrifice mystérieux, l'avertissement sur le prix à payer. Il se leva, enfila les vêtements neufs posés sur une chaise, un pantalon en lin et une chemise en coton immaculé, et descendit l'escalier en marbre. L'odeur du café frais et des beignets chauds flottait dans l'air. Pablo était déjà dans la salle à manger, assis à une table en acajou massif, lisant un journal financier sur sa tablette. Il leva les yeux et sourit, mais Cédric remarqua que ce sourire avait quelque chose de forcé, comme si Pablo portait un masque qu'il ne pouvait pas enlever. « Bien dormi, mon frère ?» demanda Pablo en versant du café dans une tasse pour Cédric. « Comme un roi », répondit Cédric, s'asseyant en face de lui. Il prit une bouchée d'un beignet sucré et le goût explosa dans sa bouche. Du miel, des noix, une douceur qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. « Mais je n'ai pas arrêté de penser à ce que tu as dit hier soir. Ce sacrifice, qu'est-ce que c'est exactement ?» Pablo posa sa tablette et croisa les bras, son regard se perdant un moment dans le jardin visible par la baie vitrée. Des paons se promenaient librement sur la pelouse, leurs plumes iridescentes captant la lumière. « Avant de te le dire, je dois te raconter comment j'en suis arrivé là, » commença Pablo d'une voix basse. « Après l'université, je suis parti à Port Harcourt, comme tu le sais. J'ai cherché du travail dans le pétrole, les affaires, tout. Mais rien. J'étais comme toi. Des dettes, des promesses non tenues, la misère qui colle à la peau. Un soir, un vieil ami de mon père m'a approché. Il s'appelait Chief Olumide,
Un homme riche, avec des voitures qui brillaient comme des étoiles et des femmes qui tournaient autour de lui comme des abeilles autour du miel. Il m'a emmené dans un endroit secret, au cœur de la forêt près du delta du Niger. Là, il m'a présenté à elle. Elle. Cédric fronça les sourcils, son cœur battant plus fort. Pablo hésita, puis continua. On l'appelle Mami Wata, mais ce n'est pas exactement ça. C'est un esprit ancien, une déesse des eaux et de la terre, venue des profondeurs de l'Afrique. Elle apparaît sous la forme d'une femme immense, grosse comme une montagne, avec des seins énormes qui pèsent comme des sacs de riz. On dit qu'elle fait 400 kilos, mais c'est plus une légende qu'une mesure. Ces seins sont la source de toute richesse, de tout pouvoir. Ceux qui la têtent, qui boivent son lait mystique, obtiennent la fortune infinie. L'argent coule à flot, les portes s'ouvrent, les femmes tombent à tes pieds. Tu peux avoir n'importe qui, n'importe quoi. Mais il y a des règles. Cédric avala sa salive, fasciné et terrifié à la fois. Quelles règles? D'abord, le pacte. Tu dois lui jurer fidélité, lui offrir ton âme en échange. Pas tout de suite, mais quand elle le décide. Ensuite, tu dois revenir la voir régulièrement, tous les 6 mois, pour t'aider à nouveau et renouveler la richesse. Si tu manques un rendez-vous, tout s'effondre. Et enfin, le sacrifice. Pas de sang, pas d'animaux, mais quelque chose de plus profond. Tu perds une partie de toi-même à chaque fois. Ta joie pure, tes rêves innocents, ton humanité. Au début, tu ne le sens pas, mais avec le temps, Pablo secoua la tête, comme s'il chassait un mauvais souvenir. J'ai vu des hommes devenir des coquilles vides, obsédés par l'argent et le plaisir, jusqu'à ce que l'esprit les appelle pour de bon. Cédric sentit un frisson glacé le parcourir. Et Chief Olumide, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a manqué un rendez-vous. Une fois, on l'a retrouvé noyé dans sa piscine, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu l'enfer. Mais avant ça, il a vécu comme un dieu. Pablo se leva. Si tu veux reculer, c'est maintenant. Je te donnerai de l'argent pour repartir, payer tes dettes, et on n'en parle plus. Cédric pensa à sa chambre moisie, aux cris de Maman Ngozi, à la faim qui le rongeait. Il pensa aux rêves brisés, aux femmes qui l'ignoraient, à la vie qui passait sans lui. Non, dit-il fermement. Emmène-moi la voir, je suis prêt. Pablo soupira, mais hocha la tête. Très bien, on part ce soir. La forêt n'est pas loin, mais le voyage est spécial. Prépare-toi mentalement. Et souviens-toi, une fois que tu auras goûté à son lait, il n'y a plus de retour. Le reste de la journée passa dans un tourbillon. Pablo montra à Cédric sa collection de voitures. Une Lamborghini rouge sang, une Bentley noire comme la nuit, une Ferrari qui rugissait comme un lion. Ils déjeunèrent d'un festin. Du jollof rice épicé, du poisson grillé, des plantains frits, arrosés de vin importé de France. Pablo parla de ses voyages. Dubaï avec ses gratte-ciels dorés, Paris avec ses lumières éternelles, New York où l'argent coulait comme un fleuve. Tout ça grâce à elle, répétait-il. Mais Cédric remarqua les ombres sous ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement quand il buvait. Au crépuscule, ils montèrent dans le Range Rover blanc, escortés par Eric et un autre garde du corps. Ils quittèrent Lagos, s'enfonçant dans les routes caoteuses vers la périphérie, puis dans la forêt dense du sud-ouest. La nuit tomba comme un voile, les phares perçant l'obscurité. Pablo alluma une cigarette, la fumée emplissant l'habitacle d'une odeur âcre. « Comment ça se passe exactement ?» demanda Cédric, la voix tendue. « On arrive à un lac sacré. Un prêtre nous attend, un dibia, un homme qui parle aux esprits. Il invoque son nom et elle apparaît. Pas toujours sous la même forme, mais toujours immense, avec ses seins qui débordent comme des rivières de lait. Tu t'approches, tu têtes, et le monde change. Tu sens la puissance couler en toi comme un feu liquide. Mais attention, elle te regarde dans les yeux et elle voit ton âme. Si elle sent de la faiblesse, elle peut refuser. Ils roulèrent pendant des heures, la route se transformant en piste boueuse. Enfin, ils s'arrêtèrent près d'un lac miroir, entouré d'arbres anciens aux racines tordues comme des serpents. L'air était lourd, chargé d'humidité et d'une odeur de terre mouillée. Un homme âgé, le dibia, les attendait près d'un feu de camp, vêtu de tissus rouges et blancs, des colliers de coquillages autour du cou. Il psalmodiait dans une langue ancienne, Igbo mêlé à du Yoruba, invoquant les esprits des eaux.
Pablo et Cédric descendirent. Eric resta en arrière, les gardes du corps veillant dans l'ombre. « Elle est prête », murmura le Dibia, ses yeux blancs comme du lait aveugle. « Approchez ». Ils s'avancèrent vers le lac. L'eau se mit à bouillonner, des bulles remontant à la surface comme si quelque chose d'énorme remontait des profondeurs. Puis elle émergea. Une femme colossale, sa peau noire luisante comme l'ébène mouillé, son corps massif, 400 kilos de chair et de mystère. Ses seins étaient énormes, pendant comme des fruits surchargés, veinés de bleu et gonflés de lait mystique. Ses yeux étaient des puits sans fond, brillants d'une intelligence ancienne et cruelle. Elle flottait à moitié dans l'eau, à moitié sur la berge, un sourire énigmatique sur ses lèvres pleines. « Mes enfants », murmura-t-elle d'une voix qui résonnait comme un tonnerre lointain. « Vous venez boire à la source. » Pablo s'agenouilla le premier, inclinant la tête. « Grande-mère, je renouvelle mon pacte, et je t'amène un nouveau fils. » Elle hocha la tête, et Pablo s'approcha, posant ses lèvres sur un sein. Il téta avidement, et Cédric vit son corps trembler, comme s'il absorbait une énergie divine. Quand il se retira, ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, plus vif, plus dur. « À ton tour, » dit-elle à Cédric, sa voix l'appelant comme un chant de sirène. Cédric hésita un instant, le cœur battant à tout rompre. L'odeur de son corps était enivrante, un mélange de terre fertile, d'eau salée et de lait sucré. Il s'approcha, s'agenouilla et posa sa bouche sur l'autre sein. Le lait jaillit, chaud et crémeux, avec un goût de miel et de feu. Il but, et une vague de puissance le submergea. Des visions de richesse, de femmes nues riant à ses pieds, de voitures filant sur des autoroutes dorées. Il sentit son âme se lier à elle, un pacte invisible scellé dans le sang et le lait. Quand il recula, haletant, elle rit doucement. « Vous êtes mien maintenant. Profitez, mais revenez, ou je viendrai vous chercher. » Le Dibia conclut le rituel avec des incantations, et ils repartirent, laissant la forêt derrière eux. Dans la voiture, Cédric se sentait transformé. Une énergie bouillonnait en lui, comme si le monde entier était à sa portée. Les jours suivants furent un tourbillon de miracles. Le lendemain du rituel, Cédric reçut un appel d'une banque. Un compte anonyme avait été crédité de millions de naira. Pablo l'aida à s'installer. Une villa à Ikoyi, plus petite que la sienne mais somptueuse, avec piscine et domestique. Cédric acheta des costumes italiens, une Rolex qui pesait lourd à son poignet, une Mercedes qui ronronnait comme un chat satisfait. Et les femmes? Oh, les femmes! C'était comme si le pacte avait libéré un magnétisme irrésistible. À la boîte de nuit Kilox, à Lagos, Cédric entra seul, mais en ressortit avec 3 beautés accrochées à ses bras, une mannequin de Abuja aux jambes interminables, une actrice de Nollywood aux courbes généreuses, et une étudiante qui riait à toutes ses blagues. Ils dansèrent jusqu'à l'aube, buvant du champagne qui coulait comme de l'eau, leur corps se pressant contre le sien dans la chaleur moite de la nuit. Cédric les emmena dans sa villa, et la nuit fut un festin de plaisir. Des baisers fiévreux, des caresses qui le faisaient frissonner, des cris de jouissance qui résonnaient dans les chambres marbrées. Pablo et lui devinrent inséparables à nouveau, des rois de la nuit. Ils voyageaient en jet privé, à Dubaï, où ils jouaient au casino dans des palaces flottants, gagnant des fortunes qu'ils dépensaient en montres incrustées de diamants et ensuite avec vue sur le Burj Khalifa. À Paris, ils dînaient à la Tour Eiffel, entourés de femmes européennes aux cheveux blonds et aux yeux verts, qui les appelaient « mes princes africains ». À Miami, ils louaient des yachts, voguant sur l'océan avec des bikinis minimalistes et des cocktails sans fin, les vagues berçant leurs ébats. Les voitures s'accumulaient. Cédric collectionnait les Porsche, les Audi, les BMW. Il en changeait comme de chemise, filant sur les routes de Lagos à des vitesses folles, le vent dans les cheveux, Pablo à ses côtés riant comme un fou. Les affaires prospéraient sans effort. Des investissements dans le pétrole, l'immobilier, les crypto-monnaies qui doublaient, triplaient. Ils organisaient des fêtes légendaires, des pool parties avec des DJ internationaux, des buffets de caviar et de fruits de mer, des femmes dansant nues sous les lumières stroboscopiques. Mais au fil des mois, les fissures apparurent, d'abord subtiles. Cédric remarqua que Pablo dormait peu, hanté par des cauchemars. « Elle m'appelle dans mes rêves », avoua-t-il un soir, ivre, sur un yacht au large de Cape Town. « Elle dit que le temps approche. » Cédric rit d'abord, mais bientôt, il sentit lui aussi l'ombre, une fatigue profonde,
une joie qui sonnait faux, des femmes qui le laissaient vide après le plaisir. Il revenait tous les 6 mois à la forêt, têtait les seins de la déesse, renouvelait la richesse. Chaque fois, elle semblait plus avide, ses yeux plus sombres. « Vous êtes délicieux », murmurait-elle, et Cédric sentait un morceau de son âme s'effriter. La chute vint brutalement. Un soir, après une fête démente à Ibiza, drogue, alcool, orgie avec des modèles espagnoles et italiennes, Pablo manqua le rituel. « J'en ai marre », dit-il à Cédric. « On est riche pour toujours, non ?» Mais le lendemain, tout s'effondra. Les comptes bancaires se vidèrent comme par magie, les voitures disparurent des garages, les villas furent saisies par des créanciers invisibles. Les femmes s'enfuirent, les amis tournèrent le dos. Cédric, paniqué, courut à la forêt seul. Mais la déesse l'attendait, furieuse. « Vous avez rompu le pacte » tonna-t-elle. L'eau du lac bouillonna et des tentacules d'ombre les enveloppèrent. Pablo et lui, même si Pablo n'était pas là, l'esprit les liait. Ils se réveillèrent en enfer, un royaume souterrain de feu et de boue, où la déesse régnait en maîtresse absolue. Leurs âmes étaient prisonnières, forcées à travailler éternellement, creuser des mines de diamants brûlants avec des mains ensanglantées, porter des charges infinies sous un soleil infernal, téter ses seins non plus pour la richesse, mais pour avaler du poison qui les faisait hurler de douleur. Les femmes qu'ils avaient aimées se transformaient en démons moqueurs, les fouettant avec des chaînes de regret. Pablo et Cédric, jadis amis, se haïssaient maintenant, se battant pour des miettes de repos dans cet abîme. « Vous avez joui de la vie », riait la déesse, ses seins énormes secoués par l'hilarité. « Maintenant, vous souffrez pour l'éternité. » Et ainsi, dans les profondeurs de l'enfer africain, leurs âmes hurlaient, un avertissement muet pour ceux qui osent pactiser avec les esprits.